OK, alors on prend la balle au bon. On revient sur le mini-cas de Pierre et Janine. Euh, Plusieurs des éléments qu'on va discuter, dont on va discuter durant la rétroaction, c'est des éléments clés que j'ai déjà fait quelques mises au point, parler de façon individuelle ou avec des groupes, avec vous durant la classe inversée. Mais évidemment, si vous avez toujours des questions et vous devriez être encore plus engagé puisque vous venez de faire le cas, gênez-vous pas. Ça sert à ça, ce bout-là de la classe. Avant, je vais revenir sur quelque chose par expérience. Vous pouvez peut-être me dire que tous parmi vous avez réussi à faire sans aucun problème la question à choix multiple où il y avait... Oups, j'ai-tu la bonne... je pense que j'ai pas la bonne setup. OK, on recommence. Oups. Excusez-moi. Je suis désolé, là, on va... Il faut que j'aille chercher sur Dropbox un document. Là, pas le bon. OK. Vraiment désolé pour ça. C'est important qu'on revienne là-dessus d'expérience. Je pense que plusieurs d'entre vous, en tout cas certains d'entre vous, avaient eu de la difficulté avec toute la notion de trouver un taux d'intérêt caché, un taux d'intérêt implicite par rapport à différentes propositions qu'on pourrait vous faire dans la vraie vie, OK? Donc, la première chose que je veux m'assurer, c'est que tout le monde comprend ici que le loyer de l'argent, il n'est jamais gratuit. Il y a tout le temps une passe à quelque part. Si on vous dit qu'il n'y a pas d'intérêt, ce n'est pas vrai. Là. Ça, OK? Tout le monde est capable de comprendre ça et de croire à cet élément-là. Alors, l'idée, c'est mathématiquement, avec les mathématiques financières, est-ce qu'on est capable d'extraire ce taux-là qui est fondamental à notre prise de décision, de dire mais là, le taux qui est caché, je serais peut-être mieux de le payer comptant, prendre ma marge de crédit hypothécaire, même si c'est tout désastreux là, comme comportement financier, là, ce que je t'apprête à vous dire, c'est moins désastreux de prendre ta marge de crédit hypothécaire à 3,22 si le taux caché est à 7,32. Okay? Donc, c'est une information hyper importante. Puis je pense que devant ce problème-là, plusieurs d'entre vous étaient démunis. Je ne sais pas si je me trompe. Dans la façon de le calculer, je pense.
Ça va? Est-ce que vous souvenez du spa, là? Avez-vous fait comme par tâton, vous avez essayé 4 fois y aller un peu essai-erreur, puis sans faire aucun calcul, là? En tout cas, OK, alors on va y aller. Alors, je vous rappelle, c'était quoi l'énoncé? Vous souhaitez faire l'acquisition d'un magnifique spa. Vous savez que c'est mon objet fétiche, le spa, pour vous montrer les mauvais comportements. Vous savez également que vos liquidités actuelles ne vous permettent pas d'en faire l'achat, mais le vendeur, par miracle, vous informe que la présente promotion du TTIan vous permet d'étaler les versements sur 48 mois. C'est pas merveilleux, ça? Sans débourser d'intérêt. Là. Puis là, vous êtes supposé de croire ça, cette affaire-là, qui vous dit. OK? Mais du même souffle, vous apprenez qu'il serait quand même possible de payer comptant puis sauver les taxes. Bon. C'est ça qui pourrait se produire. Lequel ou lesquels des énoncés suivants sont exacts? Là, je vous dis un peu capitaliser les intérêts mensuellement et considérer les paiements en début de période. C'est juste pour arriver, vu que c'est un choix de réponse, juste pour arriver ça coche à la bonne réponse. C'est juste pour ça. C'est pas grave là, si vous calculez à fin de mois, début de mois. Là, on n'en est pas là. C'est pas ça qui me fatigue. Ça va? Alors, la bonne réponse, c'est qu'il y a un taux caché de 7,32. Il faut savoir comment calculer ça, cette affaire-là. Hein? Puis, le taux explicite est nul, mais on ne le croit pas. Là, mais explicitement, on dit qu'il est nul. Mais bien sûr, on se rend compte qu'il y en a un. Alors, comment ça marche, cette histoire-là? Première des choses, c'est que tu as deux options. Dans ce cas-ci, tu as deux options. Tu peux le payer immédiatement ou le payer sur 48 mois. Faites attention aux nuances, sur 48 mois. Donc, c'est typiquement une question de finances, hein? de montant financier puis de loyer de l'argent. Alors, l'enjeu financier, c'est de dire, si je paye comptant, je ne paye pas les taxes. Puis, si je me fais financer sur 48 mois, je vais payer les taxes. Donc, tout le monde comprend que les taxes, c'est l'intérêt. Ça va pour ça? Jusque-là, il n'y a pas de problème? Tout d'accord avec ça, que les taxes sont l'intérêt. Alors, la nature de l'opération, pour ne pas avoir à payer d'intérêt, il faut que tu payes comptant. Puis si tu payes étalé, tu vas payer un loyer sur l'argent, tu vas payer des intérêts qui est composé des taxes que tu sauves ou que tu ne sauves pas. Parfait. C'est ça que je répète depuis tantôt. Comment qu'on avance avec ça? Vous inventez un prix de vente. C'est juste ça. Vous inventez n'importe lequel, parce que c'est tout le temps le même enjeu, c'est les taxes qui est en jeu. Donc, votre spa, il peut bien coûter 15 000 $ ou il peut coûter 1 000 $, vous allez arriver à 7,32 pareil. Ça va pour ça? Donc, c'est juste de suivre. Alors, je vais vous le montrer un petit peu, mais apprenez pas ça par cœur. Il faut comprendre, parce qu'à l'examen, s'il y en a une question comme ça, c'est sûr que ça ne sera pas un paiement sur 48 mois. Ça va être une autre courbe que je vais vous envoyer. C'est de dire, si vous payez comptant, on vous donne un rabais de 3 000 $ sur un auto. Ça va être, si vous pouvez payer dans 48 mois, vous avez 3 mois gratuits. Je vais vous envoyer ça de n'importe quelle façon. C'est tout le temps la même idée et ça ne calcule pas tout à fait de la même façon. C'est clair? Alors, dans ce cas-ci, comment ça se calculait? La question d'intérêt caché sur un paiement sur 48 mois, c'est de s'inventer un prix. Ça va? Donc, disons que la valeur du spa il est 5 000 $. Première affaire importante à comprendre, c'est que le 5 000 $, c'est le capital, c'est le montant emprunté, c'est ma valeur actuelle, 5 000. Ça marche avec 1 000, ça marche avec 2 000. Ça va? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, déterminer les paiements. Hein, les annuités, les paiements, pas les annuités parce que c'est mensuel, les mensualités que vous devez débourser. Si je me fais financer, si je paye sur 48 mois, mes paiements mensuels, ça va être 5 000 fois 1,14975, les taxes, TPS, TVQ, d'accord, divisé par 48. Ça donne 119,76. Il faut mettre le chiffre négatif l'un ou l'autre pour que la machine comprenne. Donc ça, c'est votre paiement. Vous mettez votre N à 48 parce que les paiements vont être sur 48 mois. Vous vous assurez que vous lui dites, vous n'avez pas à lui dire parce que la capitalisation des intérêts est mensuelle, fait que les paiements sont mensuels, il n'y a rien à faire de spécial là-dessus. Et puis, dans ce cas-ci, vous lui dites que les paiements sont en début de période parce que c'est ça que je vous avais dit dans l'énoncé, tout simplement pour ça. Sinon, ça ne me dérange pas. Là. Mais quand c'est une question à choix multiple, il faut que je vous donne tous ces détails-là pour arriver à la coche sur le chiffre. Et là, vous faites compute, calculez les intérêts, ça donne 7,32 %. D'accord? Alors, c'est vraiment fondamental. Encore une fois, cet exemple-là, il n'est pas si farfelu que ça. Ça existe des exemples comme ça. Puis l'idée de finance personnelle ici, ça serait de ne pas acheter le spa, vous n'avez pas les moyens. OK? Mais si vous entêtez à l'acheter,
ben, payez-le avec la marge de crédit hypothécaire qui est liée avec votre hypothèque. Elle serait à 3 au lieu de 7 points. Puis payez comptant au lieu de payer 7,32. C'est une information hyper utile. Mais je le répète, je n'encourage pas ce genre d'achat-là dans des circonstances comme ça, où on n'a pas les montants disponibles. Ça va pour ça? Donc, je vous le dis, c'est une question à l'examen, elle ne sera pas posée de même, mais le même concept va être exprimé. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. OK, on revient à notre cas, mini-cas de Pierre et Janine. Je vais relire l'énoncé très rapidement. Il n'est pas très volumineux, vous l'avez lu, mais peut-être juste pour vous donner des petits indices, des petits déclencheurs qu'il y a là-dedans, des petits raisonnements dans l'énoncé. Alors, on a Pierre et Janine, 41-43, souhaitent prendre leur retraite à la campagne lorsque Janine aura atteint l'âge de 65 ans. Donc déjà, tu as une information hyper pertinente, bien sûr, c'est que la vie active, là, dans tes calculs avec la méthode courte, elle va durer combien de temps, la vie active? Elle va durer 22 ans. Parce qu'on prend en référence, on dit que c'est à 65 ans, quand Janine va atteindre la retraite à 65 ans, puis on dit que Janine a 43 ans. Dans ce cas-ci, ils apprennent en même temps. J'aurais pu vous lancer l'énoncé de départ, dire que Pierre va la prendre 2 ans plus tard, sa retraite, vu qu'il est 2 ans plus jeune. J'aurais pu le faire de même, puis il faut que vous ajustiez. Il n'y a pas une seule façon, bien sûr, de lancer l'énoncé. Il n'y a pas une seule façon de répondre selon comment c'est présenté. Le couple est marié, il n'y a pas d'enfant. Bien sûr, le fait qu'il n'y a pas d'enfant, c'est parce que je voulais que vous soyez critiques sur le fameux train de vie à la retraite qui chuterait à 70 J'en ai parlé tantôt, on va aller plus rondement là-dessus, mais c'était ça l'idée de dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Pierre est un enseignant au secondaire alors que Janine est infirmière. Bien là, on s'attend, c'est des employés de l'État, sécurité d'emploi, puis régime de retraite qui s'en vient. Prestation déterminée, mais bon, à travers les années, dans le futur, peut-être que ça va aller plus vers du cotisation déterminée, mais il reste encore, le RIGOP est encore un régime à prestation déterminée. Le salaire de Pierre est de 47 000, alors que celui de Janine est 44 000. Convention dans le cours, on peut s'entendre là-dessus. Il ne faut pas que ça vous mélange. J'arrivais avec une petite courbe puis je le présentais autrement. Il ne faut pas que vous perdez vos moyens, OK? Mais si je dis rien, là, puis je vous parle d'un revenu, okay? Si je vous parle d'un revenu, un salaire, une rente, tout ça, c'est en brut. Hein? Au Québec, on parle, en Amérique du Nord, on parle beaucoup en brut quand on parle de revenus. Donc, le 47 000, c'est avant impôt. Le 44 000, c'est avant impôt. Mais si je vous l'avais mis en net, il aurait fallu que vous soyez capable de vous arranger. Qu'est-ce que ça change dans ma démarche? Il faut que vous compreniez. Il ne faut pas que vous appreniez ça par cœur. Vous êtes cuit si vous apprenez ça par cœur. Je peux vous envoyer tout le temps des courbes. D'accord? OK. Les deux ont un RPA à prestation déterminée, on s'attendait à ça. La rente anticipée en dollars d'aujourd'hui est de 17 000 pour Pierre et de 15 000. J'ai déjà expliqué ce qu'on voulait dire ici. Ça, ce n'était pas nécessairement si clair. La question méritait d'être posée. Ton 17 000 puis ton 15 000, vous comprenez qu'un régime de retraite, on va creuser ça là, dans 2 cours, 3 cours. Vous comprenez qu'un régime de retraite, prestation déterminée, chaque année de service, de participation, donne un pourcentage acquis de rente, normalement 2 Alors, la question ici qui méritait d'être posée, c'est que le 17 000, ça tient-tu compte qu'ils vont travailler encore 22 ans pour un, puis 20 ans pour l'autre? La réponse, c'est oui. Là, je vous l'avais dit là, quand on a fait les hypothèses tout à l'heure. Mais il va falloir l'indexer parce que ce montant-là va être indexé parce qu'il va être calculé sur les 5 meilleures années. Les 5 meilleures années, c'est les 5 dernières années. Les dernières années, c'est dans 22 ans. Donc, les salaires vont arrêter indexés. On va revenir là-dessus. Hein? Parenthèse, je l'ai déjà parlé ici, ça va être clair dans ce mini-cas-là. Il faut commencer à quelque part. On commence avec la mécanique, on commence avec le mini-cas, méthode courte, en 5 étapes. Mais vous comprenez qu'ultimement, on va mettre de la chair autour de l'os, à savoir qu'on va creuser les différents éléments. Tu sais, là, le RQ, on va prendre le maximum, on va aller vite. Pension de sécurité de vieillesse, on va aller vite. Prestations déterminées, on va aller vite. Mais tout ça, on va creuser ces régimes-là dans le cours, dans 2 semaines, 3 semaines. Vous comprenez? Alors, il y a des choses qui vont se préciser aussi dans le temps. Le train de vie actuel établi selon les dépenses du couple est présentement de 70 000 $. Selon eux, leur train de vie à la retraite sera réduit à 70 % de celui de la vie active. Alors, je ne reviendrai pas tant que ça en détail. C'est clair que le 70 %, ce n'est pas une information qui est valable. Il faut la contester, il faut la remettre en question
À cause de quoi? À cause de ce que je dis tout de suite après. Le couple n'a pas d'actif, il n'y a pas de passif significatif. Ça veut dire, hein, si vous vous souvenez des cours de comptabilité financière, pas d'actif, pas de passif, c'est tu ne fais pas de l'argent, tu n'en défais pas. Ça veut dire que tes revenus, ta vie active, après ton impôt, c'est pas mal égal à ton train de vie. Il n'y a rien qui sort de là. Ça tombe à zéro à peu près. Fait que tu ne peux pas le placer. Bon, j'ai pas de dette, fait que tu ne prends pas non plus. Fait que c'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire que dans la vie active, le train de vie et le revenu net balançaient. On dit aussi qu'ils sont locataires. Loyer de 800 $ par mois en ville et comptent adopter ce style de vie jusqu'au moment de la grande invasion vers la campagne, au moment de la retraite. Donc, ils sont à loyer. Alors, ils n'ont pas d'hypothèque qui fait en sorte que, rendus à la retraite, ils n'auront plus d'hypothèque et que le train de vie va diminuer. Donc, là, j'étais après à mettre la table pour que vous réalisiez que ça n'a pas d'allure 70 %. Si on ne me dit pas d'autres informations, moi, je dis que le train de vie à la retraite, c'est 100 % comme ma vie active. Il n'y a rien qui change. Bon, oui, il y a des petites choses qui changent. Ce qui change, c'est qu'au moment de la retraite, à la campagne, le couple souhaite apporter des modifications suivantes à leur style de vie. Abandon d'un des deux véhicules, on va commencer de même, puis réaliser 2 voyages par année plutôt qu'un. Donc, moi, dans mon estimé, puis toutes les hypothèses peuvent être valables, vous pouvez mettre des chiffres là-dessus, faire des ajustements. Mais moi, j'ai considéré que l'un compensait l'autre. Okay? Qu'un véhicule de moins, j'ai comme enlevé 5 000 $, puis un voyage de plus, j'ai rajouté 5 000 $. Libre à vous, là, si vous voulez faire manœuvrer un peu là-dedans. C'était pas majeur, ces ajustements-là. Okay? Mais achat d'une habitation, ça, c'est majeur. Ça, tu ne peux pas juste dire, oh, ben, tu vois, on va faire comme. Donc, il faut traiter ça. Mais il faut traiter ça, ça veut dire que le train de vie, non seulement, quand je le compare, vie active 70 000, retraite, non seulement, c'est pas 70 %, c'est en haut de 100 %. Vous comprenez? C'est en haut de 100 %. Parce qu'il n'y a pas de réduction à cause que les enfants partent. Il n'y a pas de réduction parce qu'il n'y a plus d'épargne vraiment. Puis, il n'y a pas de réduction parce que l'hypothèque est payée. Ben non, ils veulent en prendre une hypothèque. C'est à l'envers. Alors, vous pourriez faire les calculs, comme j'ai dit, pour arriver à déterminer le 100 % passe à quoi? À 120, à 130, à 115. Vous pourriez le faire comme ça. Moi, je le fais en 2 temps. Pédagogiquement, ce que je vais vous présenter, c'est que je vais faire la sourde oreille à leur demande. Je vais faire pareil comme s'ils restent locataires. OK? Je le traite. Puis là, à la fin, dans un deuxième temps, je vais dire, oh, on a oublié de répondre à la question, ils voulaient acheter une maison. Puis là, on va le faire, puis on va additionner les deux. Vous auriez pu le faire de one shot, calculer vos choses, puis faire que le train de vie passe de 100 % à un montant selon votre hypothèse. OK? Donc, moi, je vais le faire d'une façon, il y aurait une autre façon de le faire, mais il y a des calculs, puis il y a des hypothèses à faire. OK. Alors, la question soulevée par le client, peuvent-ils réaliser leur rêve de retraite à la campagne à 65 ans? C'est-à-dire quand Jeanne va avoir 65 ans, quand Pierre va avoir 63 ans, donc dans 22 ans. Ils ont 22 ans pour ramasser l'épargne. D'accord? Alors, on y va avec la méthode courte, bien sûr. Méthode courte qui a été expliquée. Oh, on va passer ça, c'est pas blablabla, là. C'est une petite question caout. Il y avait comme 2 questions caout. Je vous demandais, selon ce que vous avez travaillé, votre mini-cas, votre solution, vos discussions avec vos collègues, puis votre interprétation des termes, est-ce que les objectifs sont, puis là je disais impossible à atteindre, impossible à déterminer, possible à atteindre avec des ajustements mineurs, possible à atteindre avec des ajustements majeurs. C'est relatif, là. Il n'y a pas tant que ça une bonne ou mauvaise réponse. À savoir, mais en même temps, quelqu'un qui me dit possible à atteindre avec des ajustements mineurs, là, je suis complètement en désaccord. On va voir que l'épargne va être solide dans ta barotte. Fait que moi, je trouve que c'est plus possible à atteindre avec des ajustements majeurs, voire impossible à atteindre. On va le voir, les chiffres sont quand même bien importants. Là. Alors, on va y arriver. Bon, c'est beau, je n'ai parlé. Ah non, je n'ai pas parlé dans ce cours-ci, dans ce groupe-ci, je pense. C'est plus dans le cours de l'après-midi. Au passage, je voulais juste vous donner une petite règle du pouce. Je trouve qu'elle est intéressante. Ça vous fait passer pour des génies, cette affaire-là. OK? C'est que il y a une petite règle qui fonctionne à peu près toujours du pouce. D'accord? Vous pourriez la valider avec votre calculatrice, qui répond à la question, ça prend combien de temps doubler un capital? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà entendu, ça? Combien de temps ça prend pour doubler mon capital? J'ai 100 000 de mon REER, ça va me prendre combien de temps que j'arrive à 200 000? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu une règle du pouce là-dessus? C'est quand même intéressant, c'est important. C'est important aussi à l'inverse, tu sais, quand on vous dit des fois,
Ah, les maisons sont rendues à 440 000 dans mon coin, puis moi, j'ai acheté ça il y a 30 ans, 26 000 piastres, tu sais, comme vouloir dire que c'est rendu tellement cher. Ben, prends ton souffle, fais tes calculs, puis c'est quoi le taux caché derrière l'inflation? Peut-être c'est 3 là, tu sais. Bon, fait que c'est utile, cette petite règle-là. Donc, vous ne la connaissez pas? C'est la règle du 72, OK? Donc, c'est quoi les deux variables qui sont en cause? C'est quoi les deux variables qui font fructifier un capital? C'est quoi? Rendement et le temps. Donc, quand vous multipliez le temps en années fois le rendement, que ça donne 72, tu viens de doubler la mise. Clairement, passer de 100 000 en 200 000, si je fais 7,2 de moyenne de rendement sur les 10 ans, ça va me prendre 10 ans, parce que 10 ans fois 7,2, et ça marche tout le temps, ça, à peu près. Okay? Donc, c'était juste une petite règle comme ça au passage. OK, on revient à notre histoire. Méthode courte. Alors, mon message ici, vous l'aviez en volume, vous l'aviez en capsule, vous l'aviez en minica dans une des capsules, d'accord? Mon point ici, c'est très important, vraiment. Puis je pense, là, quand je vous parlais tantôt individuellement ou en petit groupe, je trouve que vous aviez de l'air à comprendre les 5 étapes, vraiment. C'est ça le mot. Il faut comprendre les 5 étapes. Apprenez pas ça par cœur. Soyez pas mélangés. Vous êtes où dans le temps? On est-tu à retraite? Là? On est-tu en vie active? On est-tu mort? Comprenez les étapes. Vous êtes où? C'est quoi l'objectif de chacune des étapes? Je suis avant, après impôt. Tout ça va être payant plus tard si vous comprenez tout ça. D'accord? Donc, je vais le repasser assez rapidement, malgré tout, mais je vous répète qu'il faut que vous compreniez bien ces étapes-là. Alors, la première étape, c'est de déterminer le train de vie, combien ça va coûter à la retraite, le jour 1 de la retraite. Quand je débarque à la retraite, Pierre et Janine, dans 22 ans, leur budget va être de combien? Donc, ça, c'est en net. Ça, c'est de l'argent après impôt. On s'entend, quand tu vas à l'épicerie, tu ne dis pas le pain, il coûte 3,20. Ben, dans le fond, c'est comme 5 piastres de salaire pour l'acheter. Fait que c'est 5 piastres le pain. Personne qui pense de même, sauf des cas inquiétants. Alors, non, on parle en net quand on parle de dépenses. Ça va? C'est important de le réaliser parce que quand on arrive tout de suite à l'étape 2, qui est de déterminer les revenus annuels à la retraite qui sont connus, quantifiables et dont l'épargne est obligatoire. Ça va? Quand on est à déterminer ça, ces chiffres-là, on est en brut. On est à avant impôt. Quand je vous lance que le RQ maximum, c'est 13 610 ou peu importe le chiffre, je viens de vous dire un chiffre en brut, avant impôt. Si je vous dis que la pension de sécurité de vieillesse, pour tout le monde à 65 ans au Canada, il faut juste respirer pour avoir ça, c'est 7 040, c'est en brut. Okay? Donc, il va falloir que j'enlève de l'impôt. Vous comprenez ça? Ça va? Donc, train de vie, il est après impôt. Les revenus, quand je vous les donne, sont avant impôt. Fait que là, il faut que je fasse intervenir de l'impôt. Troisième étape, c'est le choc des deux. Okay? C'est combien ça va coûter à ma retraite, puis combien je vais gagner à ma retraite dans mes poches après impôt. Oui, ça peut arriver que tu es en surplus, mais pas dans mes examens, pas dans mes minicas, pas dans l'exercice, puis c'est rare. OK? Mais, donc, il va y avoir un déficit normalement. Ça va? Juste vous dire, ou vous poser la question, là, dans quel cas qu'il y aurait un surplus ou un équilibre? Quel cas? Avez-vous un cas en tête où il y aurait un surplus ou à tout le moins un équilibre? Gagner à l'auto, quelqu'un qui est très riche, qui a beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a peut-être un gros train de vie comme les Lavigard de Pinsen, OK? Mais bon, tu sais, beaucoup d'argent, mais quelque chose peut-être de plus... ça se passe, c'est tranquille, ça passe, ça existe. Tu travailles 35 ans pour le gouvernement, tu as un régime de prestations déterminé, OK? Tu gagnes 2 par année de participation, 35 années fois 2 ça fait 70 de mon salaire, puis à ma retraite, mon train de vie passe de 100 à 70 parce que les enfants ne sont plus là, l'hypothèque est payée, puis j'ai plus d'épargne. Tu as besoin d'épargner, lui? Non. Ce cas-là, il arriverait à zéro ici, à peu près. Okay? Des exemples. Ou l'autre extrême, simplicité volontaire, comme j'ai expliqué, moi, 18 000 $, c'est parfait, en dollars d'aujourd'hui. Fait que moi, je n'épargne pas, puis ça finit là. Okay? Mais bien sûr, dans nos cas, ça va être plus intéressant que ça. Il va y avoir plus de choses à dire. Alors, face à ce déficit-là qu'on va avoir à l'étape 3, vous comprenez que le déficit, il commence quand? Jour 1 de la retraite. Il dure combien de temps, ce déficit-là? À chaque année jusqu'au décès, deuxième décès. Deuxième décès voulant dire deuxième décès d'un couple, si sont deux. Puis si tu es tout seul, ben à ton décès. Fait qu'il
faut que cette rente-là soit, quelque part, là, ce déficit-là, il va falloir le financer. On le finance comment? Avec un gros capital à l'étape 4. C'est quoi le capital? Bien, le capital, c'est ce que tu vas accumuler dans ton REER, ce que tu vas accumuler dans ton CELI, ce que tu vas accumuler dans ton régime, ton RPA, à cotisation déterminée. Tout ça, au jour 1 de la retraite, il doit être d'un montant assez important pour que tu puisses puiser dedans à chaque année un montant qui correspond au déficit. Puis ce qui reste, tu continues à faire du rendement dessus, puis l'année d'après, tu en retires un autre montant. Bon, vous comprenez la mécanique. Donc, l'étape 4, c'est la cagnotte que tu dois avoir dans ton REER, CELI, régime, ton RPA à cotisation déterminée, ton FER, tout ça. D'accord? Alors, comment je fais pour constituer une cagnotte comme ça, un patrimoine? Ben, je m'active, OK? Puis je suis un héros. Je suis un héros parce que à l'étape 5, c'est l'épargne que tu fais, puis tu n'es pas obligé de la faire. Tu n'es pas obligé dans le sens qu'il n'y a personne qui va te le dire pour toi, il n'y a personne qui va te taper ses doigts si tu ne le fais pas. Ce n'est pas une cotisation obligatoire. C'est toi qui as fait cette analyse-là de finances personnelles, de planification de retraite, puis qui dit, ben, il faut que j'épargne 7 000 par année, puis je vais le faire. OK? Donc, l'équation a fini par ça. Combien je dois... Là, alors, je suis rendu où quand je suis rendu à l'étape 5? J'étais déterminé pendant ma vie active, pendant les 22 années, pour Pierre et Janine, combien ils doivent épargner à chaque année pour balancer leur objectif, répondre à leur objectif de retraite. Ça va? Ça, je pense que vous le saviez. Je ne pense pas que j'ai dit de nouveautés, mais je veux juste vous redire que c'est important de maîtriser ça. Parce que sinon, ça va être compliqué un petit peu quand on va rajouter des couches, parce qu'on rajoute des couches de difficulté dans la méthodologie, puisqu'on va connaître des choses puis comprendre des choses. OK, donc on va l'appliquer tel quel au cas de Pierre et Janine. Donc, l'étape 1, déterminer le train de vie annuel à la retraite. Alors, quel sera le train de vie à 65 ans, c'est-à-dire quand Janine va avoir 65 ans? Alors, c'est dans 22 ans. 70 000 en dehors d'aujourd'hui. Je vais prendre une inflation de 2,5, puis dans 22 ans, avec un taux à la retraite de 90 % Je ne reviens pas là-dessus, là, je n'ai parlé en masse. Moi, j'ai utilisé 90 % Pourquoi j'ai pris 100 % juste vous le dire? Ça, je ne l'ai peut-être pas dit tant que ça. J'ai pris 100 % parce que malgré tout, il y a un peu d'épargne qu'ils font. Pierre et Janine font un peu d'épargne qu'ils ont pu à faire à 65 ans. Parce que dans le RPA à prestation déterminée, oui, il est financé par des cotisations de l'employeur, mais il est financé par des cotisations de l'employé que je n'ai pas parlé de ça, je ne l'ai pas mis, je n'ai pas dit c'était quoi le taux, mais c'est pour ça que je ne suis pas à 100 %. C'est juste à cause de ça. Ça va? Mais c'est tout à fait correct. Vous mettez 100 %, vous mettez 95 mais mettez pas 70 %. Ça va? Dans ce cas-ci. Alors, toute cette mathématique financière-là, vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre, c'est toutes des multiplications. Vous mettez-le dans n'importe quel ordre. 70 000 fois 90 %. Je capitalise, ce n'est pas de l'actualisation, on s'en va dans le futur. Je capitalise 63 000 pendant 22 ans à 2,5 %. Bien, le 63 000 va devenir 108 458. Régler tout de suite le taux d'inflation, je ne l'ai pas dit vraiment, c'est probablement la variable la moins controversée, honnêtement. Mettez-moi n'importe quoi entre 2 et 3 c'est correct, je n'ai pas une boule de cristal. C'est le taux d'inflation qui existe depuis nombre d'années. S'il y a de l'hyperinflation à un moment donné, comme dans les années 80, il y avait 18 % d'inflation, bien là, toutes les planifications vont tomber à l'eau. Mais je ne peux pas prévoir ça, puis on n'est pas dans ce mode-là, puis les politiques monétaires sont beaucoup orientées pour essayer de garder l'inflation en contrôle. Alors, tout pour dire, n'importe quoi entre 2 et 3. Ayez conscience que quand vous tendez vers le 3, vous créez une petite marge de manœuvre pour, vous êtes conservateur, vous êtes prudent. Comprenez que quand vous êtes plus vers 2, vous êtes moins prudent, vous comprenez, parce que ça va augmenter le train de vie davantage si je suis à 3 % que 2 %. Étape 2. Bien là, on va déterminer les revenus, je répète, qui sont connus, quantifiables, dont l'épargne est obligatoire. OK? Bien, ça, il n'y a pas 10 000 à faire. Tu as le RQ, tu as le pension de sécurité de vieillesse, puis tu as le RPA seulement à prestation déterminée parce que tu connais la formule de calcul. Si c'est ta cotisation déterminée, ça ressemble à un REER. Là. Ça va? Auquel cas, on le traiterait plus loin. D'accord? Donc, RQ, RPA à prestation déterminée et pension de sécurité de vieillesse. On ne se fera pas des méthodes courtes avec du supplément de revenus garantis. Là. On va se laquer la poulie là-dessus. Là. C'est pas vraiment pertinent de le faire.
OK, donc dans le cas de Pierre et Janine, il y avait effectivement un RPA, prestation déterminée, un RQ, pension de sécurité de vieillesse. Pour les RPA, 17 plus 15, ça va, je mets ensemble. Le taux d'impôt que je vais utiliser, 18 prochain acétate, j'en parle, OK? C'est un bout important. Je n'ai parlé individuellement, je n'ai jasé un petit peu. C'est un bout qui peut être complexe. Je vais essayer de vous le présenter le plus clairement possible, mais je reviens là-dessus. Pourquoi j'ai pris 18 Alors, le montant de RPA après impôt sera de 26 240. Je projette ce montant-là pendant 22 années pour savoir à quel montant va correspondre ce 26 240 qui est en dehors d'aujourd'hui dans 22 ans. Parce que le RQ est indexé. À chaque année, il est augmenté d'un indice qui ressemble à l'indice du prix à consommation, qui ressemble à l'inflation. Donc, ça se ressemble. Donc, je prends les mêmes taux d'habitude. Ce ne serait pas une folie là, de dire « Ah, j'ai pris 2,25 ici, puis l'inflation, j'ai pris 2,5. » Oui, ce n'est pas tout à fait exact des fois, mais pour les fins du cours, c'est tout à fait normal d'utiliser le même taux pour l'inflation et l'indexation des revenus qui sont indexés. Mais le RQ est indexé. Ça donne 45 000 globalement pour les deux, après impôt, dans 22 ans. Le RQ, j'ai pris 13 370 fois 2. Les deux vont avoir droit au RQ. Je prends encore 18 même calcul, 37 000. OK, quelques mises au point. Le RQ, j'ai pris le montant maximum pour les deux. OK? C'est sûr qu'à chaque année, ça change cette histoire-là. Peut-être que quand vous étiez dans les capsules du cas hors classe, j'ai peut-être pris 12 150 ou une affaire de même. Puis là, je prends 13 370. Puis là, à un moment donné, dans deux cours, je vais vous parler de 13 110. Puis là, vous allez être découragé à dire hey, qu'est-ce qu'on prend à l'examen? N'importe lequel de tous ces beaux chiffres-là, je m'en fous. OK? Ça change tout le temps. L'idée qu'on va creuser, pas aujourd'hui, l'idée qu'on va creuser, c'est est-ce qu'ils ont droit au maximum? Est-ce qu'ils ont droit à la moitié du maximum? Ils n'ont pas le droit à RQ. Ça, on va parler de ça dans deux cours. Ça va? Dans 2 semaines. Pour l'instant, j'ai pris le maximum. Ils ont le profil pas mal pour avoir le maximum, mais je reparlerai de ça. Pension de sécurité de vieillesse, ça, c'est différent dans le sens que tout le monde a droit à ça. Tout le monde a le droit aux pensions de sécurité de vieillesse. Si tu es un citoyen canadien, plus de 10 ans, bon, il y a un petit prorata, ça fait moins de 40 ans. Bon, bref, si tu es né ici, tu vas avoir droit au maximum. Il commence à être réduit ce montant-là quand tu fais en haut de 75 000. On va parler de ça dans 2 semaines quand on va parler de la pension de sécurité de vieillesse. Mais ici, ils ne sont pas dans cette fourchette-là. Ils ne sont pas en péril de se faire amputer la pension de sécurité de vieillesse. Alors, je prends le maximum. Encore une fois, c'est la même cassette, là. OK? Peut-être que vous avez vu 6150, je ne sais pas quoi dans les capsules. Là, je mets 6942, puis à un moment donné, je vais vous parler de 7040. OK? C'est le maximum, il change à chaque année. C'est pas grave. Autant que vous êtes dans ces ordres de grandeur-là. Alors, x2, fois 1 moins le taux d'impôt, 0,18. On projette ça dans 22 ans à 2,5 d'indexation. Ça va donner 19 000. Bref, les revenus de retraite à 65 ans, dans 22 ans, capitalisés après impôt, sont de 101 000 Oups. Juste vous rappeler qu'on va comparer ça avec le train de vie qui était de 110. Okay? Donc, il est là votre déficit. L'étape 3, on va y revenir tantôt. Donc, à l'étape 3, on va comparer un train de vie, jour 1 de la retraite, 110 000, et des revenus, jour 1 de la retraite, 101 000. Il va y avoir un déficit de 9 000 avec lequel on va travailler. Mais je reviens à l'impôt. L'impôt, c'est important à comprendre. Il y a 2 méthodes. Je vais vraiment me concentrer sur la première méthode qui est plus simple, mais déjà qui comporte un défi. Okay? Donc, on va rester avec la première, si vous me le permettez. C'est celle qui est présentée dans le volume. Dans le volume, elle est bien expliquée aussi. Alors, on va juste revenir à la base. Okay? Je veux m'assurer, revenir à la base, là, vous donner une chance, si vous êtes encore mêlé avec les taux marginaux et les taux moyens, là, on part ça à la base. OK? Mais ça, là, c'est important. Vous devez absolument maîtriser cet aspect-là, le contrôler. Puis je vous le dis, si vous êtes mélangé entre taux marginal et taux moyen, quand est-ce qu'on prend un, quand est-ce qu'on prend l'autre, revenez là-dessus. Revenez là-dessus tant que vous... Mais je vais essayer de bien vous expliquer ça. OK? Alors, pour vous expliquer ça, quel taux... Première des choses,
quel type de taux qu'on prend quand on est en finance personnelle avec la méthode courte, on fait la planification de la retraite. Est-ce qu'on est avec le taux moyen ou le taux marginal? Pour bien vous expliquer ça, il faut revenir à la base, fiscal 1, comment l'impôt se calcule pour un particulier, mettons quelqu'un qui gagnerait 150 000. Dans les lignes ouvertes, on entendrait ça n'a pas de bon sens, on paye 50 d'impôts sur 150 000 puis Fait que, est-ce que c'est vrai que tu payes 75 000 quand tu fais 150 000 d'impôts? Il n'y a personne ici qui pense ça, puis tout le monde ici serait capable de défendre l'argument. Vous êtes dans le champ, ne payez pas 50 pour pas en tout. OK? Pourquoi les gens disent ça, que tu payes 50 C'est parce qu'ils confondent taux marginal d'impôt avec taux moyen. Puis l'impôt que tu payes globalement sur ta paye, sur tes revenus de l'année, c'est le taux moyen. Sur le dollar supplémentaire, c'est un taux marginal. Mais globalement, c'est le taux moyen. Alors, rappelons-nous comment on calcule l'impôt sur 150 000. Bon, là, il y a un petit bout qui est exempté parce qu'on a une exemption de base qui est indexée à chaque année. Tout ça est indexé à chaque année, là, en passant. Ça va, les fourchettes. Mais c'est ça. Donc, au fédéral, le premier 11 809, il n'y a pas d'impôt. Okay? Sur 150 000, le premier 11 809, il n'y a pas d'impôt. Entre 11 809 puis 15 012, qui est le crédit personnel de base au Québec, okay? Tu as juste le bout fédéral d'impôt, 12,53. Je ne les nommerai pas toutes, là, mais je veux juste vous en dire une coupe pour vous compreniez comment ça se calcule. Donc, comment ça se calcule? De 15 000, je viens de vous dire le chiffre, là, de 15 012 à 43 055, sur ce bout-là, il y a 27,5 d'impôts. Entre 43 055 et 46 605, ce petit bout-là, ce petit 3 000-là, c'est 32,5 qui s'applique. Ça, c'est important de le connaître, ce threshold-là. Cette fourchette-là, il faut l'avoir en tête. Ça nous aide à planifier, OK? Quand je suis entre 46 000 et 86 000, c'est une grosse fourchette. Là. C'est la fourchette la plus principale, je dirais. Bien, tout ça, c'est 37,1 okay? Donc, tous les dollars qui sont entre 46 000 et 86 c'est 37. Puis là, vous voyez un bout à 41, un bout à 45, un bout à 47. Bref, jamais je vais vous faire calculer. Les taux d'impôt servent à ça. Pas être obligé de calculer tout ça de même, ça va direct dans la table. Mais vous comprenez que sur 150 000, c'est pas 75 000 d'impôts qu'il va payer parce qu'il y a un bout où il n'en paye pas, il y a un bout à 12,5, il y a un bout à 27. Bon. Alors, ça, ce bout-là, vous le comprenez, c'est comme ça que ça vous rappelle quelque chose? C'est comme ça qu'on calcule l'impôt des particuliers? C'est palier par palier. Puis à cause qu'on a 2 paliers, le fédéral et provincial, ça fait un paquet de taux à pu finir. Là. On a beaucoup de paliers parce qu'ils ne sont pas synchronisés, c'est les mêmes fourchettes, le fédéral et le provincial. Ça va pour ça? Question? OK. Donc, vous comprenez que ça se calcule comme ça. OK. Alors, comment est imposé un revenu imposable avec la table d'impôt? Bien, comme je vous dis, ce n'est pas trop compliqué, c'est bien petit, mais je vais prendre mon 50 000, puis je regarde c'est quoi l'impôt qui est à payer. 53 746. En passant, cette table-là, vous l'avez là, à l'examen. C'est beau, vous allez avoir cette table-là. Alors, sur 150 000, c'est 53 746. Bien sûr, c'est à la vraie vie. C'est fédéral et provincial. Donc, l'un divisé par l'autre, ça me donne mon taux moyen de 35,8. Donc, sur 150 000, une personne ne paye pas 50 d'impôt, elle paye 35,8. Est-ce que pour vous, c'est clair, malgré que le taux marginal, il est de, ben là, le taux marginal, il est de 49,97. Le taux marginal est de 50 Est-ce que pour vous, c'est clair que quand je suis avec la méthode courte, je calcule combien il faut épargner pour la retraite? C'est clair, hein? Je pense qu'à l'étape 2, le taux d'impôt que je dois utiliser, c'est le taux moyen. Je dois savoir c'est quoi qu'on m'enlève de mes revenus pour avoir le montant disponible pour payer mes dépenses. Hein? Tout le monde voit que c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir comment il me reste. Ça va? Donc, je pense que, honnêtement, c'est assez simple de comprendre. Dans ce cas-ci, où ça va être mélangeant, c'est après l'intra, je vais commencer à faire de la planification fiscale avec vous. Puis là, des fois, on va parler de taux marginal. Là peut-être, vous allez poser comme ici, est-ce que tout le monde, c'est clair qu'on prend le taux moyen à l'étape 2, puis on va faire un peu d'impôt dans l'étape 4 tantôt, je vais vous en reparler. C'est taux moyen. Ça va? Oui, Hugues. Oui. Oui. C'est en brut, tout le temps en brut, les revenus. Oui, tout le temps en brut. OK? Alors maintenant qu'on a dit ça, comment je suis arrivé à 18 OK? Là, j'y arrive. Là c'était juste, je prends vraiment par la main, puis c'est correct parce que c'est bon de faire se rafraîchir la mémoire là-dessus. Alors, comment j'ai trouvé le 18 ?
Méthode simple. Alors, la méthode simple, c'est d'essayer de savoir quel sera le revenu imposable à la retraite en dollars d'aujourd'hui. OK? Donc, la première chose que je veux que vous compreniez, c'est que je dois absolument travailler avec des dollars d'aujourd'hui. Pourquoi je dois travailler avec des dollars d'aujourd'hui? Parce que ma table d'impôt, c'est une table. On a beau être toujours à jour, fiscalitéqta.ca, mais on n'a pas sorti une table d'impôt 2022 ou 2050 ou 2045. Vous comprenez? Donc, moi, je dois travailler avec des dollars d'aujourd'hui parce que c'est une table d'impôt 2018. OK? Alors, ça, c'est le point de départ. Je travaille avec des dollars d'aujourd'hui. Donc, faites-moi pas, vous prenez le revenu brut, puis là, vous dites, dans 22 ans, avec un taux d'indexation de 2,5, comprenez-vous là, que vous voudriez que j'aie sorti la table d'impôt 2040. Là. Okay? On travaille avec la table d'impôt 2018. Alors, on prend le revenu imposable à la retraite en dehors d'aujourd'hui. Comment qu'on l'estime, le revenu imposable à la retraite? Okay? Bien, on va partir des revenus durant la vie active. Okay? Normalement, dans l'énoncé, vous allez toujours avoir les revenus durant la vie active. Dans ce cas-ci, Pierre gagne 47, c'est en brut. Janine gagne 44, c'est en brut. Ça va? Donc, en dollars d'aujourd'hui, si le train de vie à la retraite était 100% du train de vie de la vie active, comprenez-vous que je prendrais juste le 44 puis le 47 000, 91 000, puis j'irais voir dans la table d'impôt. C'est un couple. Okay? Donc, le 44 000 plus le 47 000, je dois le diviser par 2. Ça va? Le diviser par 2, tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Vous comprenez qu'au Canada, au Québec, on paye de l'impôt par individu, pas par couple. Donc, si je vous dis 44 plus 47, 91, il faut que je leur divise par 2 après pour aller trouver le bon chiffre là, dans le revenu imposable. D'accord? Qu'est-ce qui me permet de diviser par 2 et non pas juste dire, je vais aller voir 47 000, combien d'impôts ça fait, puis 44 000, combien d'impôts ça fait. Qu'est-ce qui me permet de prendre la moyenne dans vos mots? Qu'est-ce qui me permet de faire la moyenne? Hein? Parce qu'on peut fractionner à la retraite. C'est important de comprendre ça. D'où il y a pris ça, divisé par 2? C'est-tu juste pour aller plus vite? Non, non. Le jour où le fractionnement des revenus à la retraite tombe, et ça pourrait tomber, on ne divise plus par 2, là. OK? On prend 47 puis on prend 44. C'est sûr qu'ici, ça ne change rien. C'est proche, 47, 44. Mais si je vous mettais, Janine fait 80, puis Pierre fait 18 000, ça fait une méchante différence si on fractionne ou on ne fractionne pas à la retraite les revenus. Ça va? Coûte cher à l'État, ça. C'est pour ça que ça pourrait tomber un jour. Là. Ça va? Bon, alors, je reviens. Je prends 44 et 47, les revenus vie active, brut, du couple. Je les additionne et je les divise par 2 pour fractionner. Ça donne quoi? Ça donne 45 500. Et je fais, dans ce cas-ci, fois 90% parce que c'est le taux de conversion que j'utilise pour passer de la vie active à la retraite. Comprenez-vous que si mon train de vie à la retraite diminue, mes revenus nécessaires vont diminuer d'autant. Parce que moi, je cherche un équilibre entre revenus et dépenses. Vous comprenez que la méthode courte, c'est juste de balancer les revenus que j'ai besoin avec le train de vie. Donc, il faut appliquer le taux de conversion, qui est, dans mon exemple, de 90 %. Ça me donne 40 950, je m'en vais ici. 40 950, il n'est pas là. Je m'en vais le plus proche. 40 000, 18,2, je prends 18,2 fois les revenus que je vais avoir à l'étape 2. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a du sable dans l'engrenage? Est-ce que vous souhaitez plutôt regarder ça chez vous et réfléchir puis revenir si vous avez des problèmes aussi? C'est toujours possible également. C'est important de comprendre ce bout-là. Je pense que je ne mettrai pas l'emphase sur la deuxième méthode. Vous pourrez bien aller la voir si vous voulez, mais c'est déjà, je considère, assez complexe, la méthode qui est dite simple. Je pense que ça se comprend, ça se raisonne. La deuxième méthode, elle aurait un petit peu plus de précision, mais elle n'est pas nécessaire. J'en parlerai pas vraiment. Ça va? Il y a d'autres choses que je veux discuter avec vous qui ont plus d'importance. Donc, il y aurait une autre façon d'arriver au 18 ou à peu près, qui est présentée ici, mais j'en parlerai pas. On travaillerait avec le net. On essaierait de travailler avec des montants nets. Alors, c'est mon 18.2, ça vient de là. Comme je vous ai mentionné, à l'étape 3, on va avoir un déficit. On va avoir un déficit de 9 000 $. Le 110 000 de
de dépenses, de train de vie à la retraite, et le 101 000 de revenus. Alors là, à l'étape 4, c'est de savoir combien de capital je dois accumuler jour 1 de ma retraite. Au début de ma retraite, mes REER, mes CELI, mes RPA cotisations déterminées doivent totaliser combien pour pouvoir générer durant toute ma vie, okay, avant le décès, le fameux 9 000 à chaque année. D'accord? Donc, quel est le capital que le couple doit avoir constitué à 65 ans pour générer un revenu annuel de retraite de 9 000? Ça va? Alors, paiement 9 000, N 31, intérêt, rendement 1,5. Quelle est la valeur actuelle? 225 000. Quelques précisions importantes. C'est quoi ça 31? Pourquoi 31? Mon hypothèse. Vous avez lu dans vos lectures dans la capsule qu'on ne fait pas mourir les gens avec Statistique Canada à 82 ans. Tout le monde a compris ça. Parce que vos clients vont aller vous voir s'ils survivent à ça. Ils vont dire, il n'y a plus d'argent, j'ai 85 ans, qu'est-ce que tu as fait là? OK? Tu comprends? Donc, on n'est pas là, ça n'a aucun rapport, là, Statistique Canada ici. Là. Donc, je me donne une marge de manœuvre. La marge de manœuvre, c'est les hypothèses qui sont proposées, recommandées par l'Institut québécois de planification financière. Pour un célibataire, c'est 91 ans, puis pour un couple, c'est 94 ans, parce que deux personnes, le temps que la deuxième personne meurt, il va y avoir un petit peu plus, il va y avoir quelques années qui va se passer. D'accord? Donc, pour le cours, que vous prenez 91, 92, 94, 95, 93, il n'y en a pas de problème. OK? Mais moi, j'ai appliqué la norme de l'Institut québécois de planification financière qui dit un couple 94. Donc, le dernier va mourir à 94 ans. Et là, j'ai fait une hypothèse de dire, j'ai comme une boule de cristal, moi là, j'ai lu dans ses mains, puis j'ai vu que c'est Pierre qui était pour mourir en dernier parce qu'il est 2 ans plus jeune. Fait que Pierre, au moment de la retraite, il a 63, 94 moins 63, il faut que ça dure 31 ans, cette histoire-là. Il va falloir financer le déficit pendant 31 ans. C'est correct si vous faites mourir Pierre en premier. Vous êtes les femmes, ils meurent plus tard. C'est tout correct, c'est tout parfait. C'est pas là que je vais aller vous sortir du barème de correction, pas en tout. Mais vous comprenez l'idée de mon 31? Puis vous pourriez me dire, ouais, mais tu sais, on devrait-tu diminuer, on devrait-tu tenir compte du fait que, tu sais, pendant 3 ans ou 2 ans de plus, ben Pierre, ça va coûter moins cher parce qu'il va être tout seul, ils ne seront pas deux. Tu sais. Ouais, tu peux toujours pousser la machine si tu veux. Puis il y a tout le temps ce genre de réflexion-là, mais tu n'as pas à être pointu de même, pas dans une méthode courte, puis tu as 1 heure à l'examen pour répondre. Il faut que tu te laisses un petit break, là, un petit peu de lousse là-dedans. Même chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, j'ai fait faire que les revenus de retraite rentraient en même temps, même montant, à 63 puis 65. C'est pas exact, ça. Quelqu'un qui lève la main. Hey, monsieur, Pierre, il n'aura pas sa pension de sécurité de vieillesse là, à 63 ans. Tu as raison, tu suis, tu es bon, tout ça. Mais moi, je fais des petits raccourcis. Si j'avais voulu faire 2 tracts de revenus à la retraite, parce qu'ils n'auront pas les revenus de retraite au même moment, j'aurais fait un bon écart entre les deux. OK? C'est madame 10 ans plus vieille ou monsieur 10 ans plus vieux. J'aurais fait quelque chose de significatif. 2 ans, c'est pas assez pour, dans une méthode courte, tu as 1 heure. C'est tout ça. OK. Mon I, mon rendement, je vous en reparle tantôt. D'accord? C'est important, il y a des choses à dire sur le I. Pourquoi j'ai pris 1,5? D'accord? Je reviens là-dessus tantôt. Alors, j'arrive à 225 000. OK. Question pour vous. Le 225 000 de capital, est-ce qu'il est, méchante bonne question, est-ce qu'il est après impôt ou avant impôt? Think slow, pensez à ça. Le 225 000, il est après impôt ou avant impôt? C'est après impôt ou avant impôt? Hein? Après? Pourquoi tu dis, Hugues, qu'il est après impôt? C'est parce que le 9 000 de déficit il est après impôt. OK? Tout le monde comprend que le 9 000 il est après impôt. Ben oui, le train de vie est après impôt. Les revenus, on les a mis après impôt. Le 9 000 est après impôt. Donc, j'ai plugué 9 000 dans ma formule pour arriver à 225 000. Donc, je suis après impôt. C'est tout ça qui dit que c'est après impôt. Ça va? Dans la vraie vie, il va se situer où ce capital-là? Il va être où? Tu sais, du capital, patrimoine. Il va être où? Où je vais le trouver? Il est où? Il est où? Dans quel véhicule que je vais le retrouver? Regarde, oui, il y a un bout dans le CELI, puis le CELI est de plus en plus important, mais disons qu'il serait tout dans le REER, juste pour expliquer mon histoire. Mais s'il est dans le REER, c'est avant impôt. Vous comprenez?
Le REER, c'est avant impôt. Parce que quand je vais le sortir du REER, je vais avoir de l'impôt à payer. Donc, je fais un petite culbute arrière. Mon 225 000, je vais le mettre avant impôt. Okay. Je vais mettre mon 225 000 dans le REER. Je vais le mettre avant impôt. Parce que, en toute vraisemblance, c'est là qu'on va le placer. Donc, le 225 000, je fais 225 000 divisé par 0,82. C'est quoi ce 0,82-là? C'est 1, moins le taux d'impôt moyen, 0,18. Donc, si vous ne comprenez pas, faites 275 000 fois 18 d'impôt, vous allez arriver à 225 000. Ça va? Donc, petit twist ici, petit ajustement. Ça, là, ce bout-là, je vais venir contredire ça. Mais on va venir nuancer ça dans 2 semaines. Dans 2 semaines, 3 semaines, quand on va avoir une meilleure vue d'ensemble, on va être à même de dire, fallait-tu vraiment ramener ça avant impôt? On va remettre en question cette affaire-là. Le but ici, à cette étape-ci, c'est que vous comprenez que si je veux savoir combien je dois avoir dans le REER, que vous comprenez que je dois ramener ça dans le REER, je dois le ramener avant impôt. Ça, c'est le bout que vous devez comprendre aujourd'hui. Plus tard, on va aller bien plus loin avec cette histoire-là. D'accord? Donc là, j'ai besoin d'accumuler 275 000 dans le REER, dans mon exemple ici. Quelle est la valeur de l'épargne actuelle au moment de la retraite? Parce que c'est à cette étape-là que si on avait déjà des REER, si Pierre et Janine avaient déjà des REER, s'il y avait un CELI, bien, on en tient compte de quelle façon? Bien là, je serais venu faire fructifier le REER, fructifier le CELI, jusqu'au début de la retraite pour dire, ça, ce bout-là, je n'ai pas à l'épargner, que je l'ai déjà. Mais là, ça, c'est un gros zéro. Donc, c'est vraiment 275 000 de capital que je dois constituer. Ils ont combien de temps, Pierre et Janine, pour constituer 275 000 piastres? Ils ont combien de temps? Combien de temps qu'ils ont? De la vie active, 22 ans. Okay? Donc, vous comprenez que ce 275 000-là, il est où? Il est au début de la retraite. Je regarde mon relevé. Pierre et Janine regardent leur relevé de REER. Il doit être de combien dans 22 ans pour que ça marche, leur objectif? Il doit être de 275 000. Parfait. Ça, c'était l'étape 4. Je vais revenir à la toute fin là, sur ça a rapport avec le rendement. Ça a rapport avec le taux qu'on utilise. Rappelez-vous qu'on a pris 1,5. Vous voyez, on a pris 1,5 de rendement. Je reviens là-dessus tantôt. OK, bien l'étape 5, c'est de dire pendant les 22 années, quel montant doit être épargné par Pierre et Janine pour atteindre un REER au moment de la retraite, au début de la retraite de 275 000. Alors, valeur future dans 22 ans, 275 000, c'est mon objectif, je dois me rendre là. J'ai combien de temps pour accumuler 275 000 $? J'ai 22 ans. Est-ce que j'aurais déjà un REER ou un CELI? Je pourrais le mettre là aussi si j'avais déjà un REER, je mettrais une valeur actuelle. OK? J'en ai pas. Et là, mon I est de 6 %. Et là, c'est là qu'on va jaser. Là, je juste la mécanique. Alors, 6 000 $. OK? Donc, conclusion, s'il reste, et là, vous réalisez qu'on l'a laissé à loyer, hein, on les fait sécher dans leur loyer. Là, hein? Okay? Je n'ai pas tenu compte de la maison, pas en tout là-dedans. J'ai pris un train de vie à 90 %. Je n'ai pas tenu compte de la maison. Sans même l'histoire du rêve d'acquérir une habitation, il faut qu'ils épargnent 6 000 $. Ils n'ont jamais épargné de leur vie. Bon. Ce n'est pas impossible, mais c'est un défi considérable. C'est 500 $ par mois. Là. Okay? Puis j'ai bien aimé ça. J'ai un étudiant qui a regardé combien il y avait net après impôt, vie active, puis par rapport à leur train de vie, puis ils ont-tu de la marge? Bien, de toute évidence, ils n'en ont pas. Là. Ils ont 0 actif, 0 passif, mais il y en a qui ont fait des calculs, puis effectivement, il n'y a pas de marge. Fait que voir qu'ils changent leur comportement. Bon, j'y arrive. Ma philosophie, comment on va utiliser les taux de rendement ici? Okay? On va en reparler aussi plus en détail dans 3 semaines, 2-3 semaines, mais je veux commencer tout de suite à glisser le raisonnement. Ce n'est pas un cours sur les valeurs mobilières, là. On n'ira pas dans les menus détails, ça va, mais on va y aller en cycle boursier. On va y aller sur un long horizon, notre raisonnement. Puis en gros, là, ça va être, dépendamment du profil de l'investisseur, bien, on va aller, s'il est agressif, OK, ben, on va y aller avec 6 % à peu près, 6, 7 % de rendement. S'il est modéré, on va y aller à 3-4 %, 2,5,
3, 4. Puis s'il est conservateur, on va y aller à 1, 1,5, 2, 2,5. C'est juste d'avoir une gradation. Mais ça, c'est un élément. OK? Bien sûr, le rendement qu'on va utiliser, c'est en lien avec le profil. Je viens d'en nommer 3 avec 3 fourchettes. Ça va? Mais il y a une autre affaire. Et là, c'est là que je retourne à mon acétate ici. Il y a 3 affaires. Pour pouvoir utiliser un rendement, comme je l'ai dit, 6 pour agressif, 4 pour modéré, 2 pour prudent, pour utiliser ça, qu'est-ce que tu dois avoir devant toi? Parce que le cycle boursier se comporte pas tout à fait de façon cohérente, stable, un long fleuve tranquille. Ça varie tout le temps. Il y a une année qui peut être moins 12, une année ça peut être plus 15. Fait que comprenez-vous que quand tu n'as pas beaucoup de temps devant toi, là, c'est bien hasardeux de prendre un taux. On ne sait pas quel taux prendre. Mais si on y va sur 30 ans, puis qu'on va être là, mettons ici, là, il y a 30 ans, tout croche, je suis rentré au creux, au plus cher. Puis 30 ans plus tard, je vends quand que je suis au plus bas. J'ai quand même fait un maudit rendement. Vous comprenez? Quand j'ai du temps. Et quand j'ai pas de temps, là, puis je me trompe, puis je vends là, puis non, je vends là, puis j'achète là. Comprenez-vous que c'est la catastrophe? Fait que, tout ça, là, assez accéléré, merci. Là, bon petit cours de valeur mobilière, OK, c'est le cycle boursier. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est si j'ai du temps devant moi, je vais y aller avec mon 6-4-2. Mais si j'ai moins de temps, je dois faire quoi? Vous avez appris ça dans les cours de valeur mobilière? Rééquilibrer mon portefeuille. À 65 ans, je n'ai plus la même composante de portefeuille que je l'ai à 35 ans. Ben non, parce que je ne sais pas, tu sais, je vais désinvestir, je dois sortir du marché. Donc, il va y avoir une réduction de rendement qui va être relative, qui va être en lien avec le fait que à 65 ans, je dois baisser mes expectatives de rendement et aller plus en revenu fixe, en général. Alors, moi, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais je veux juste que vous compreniez que quand que je suis à l'étape 4, que je suis à l'étape de déterminer mon capital, que j'ai besoin de la retraite pour faire face à mon déficit, le bout que je n'ai pas retiré, là, il reste un montant dans ce capital-là, il fait du rendement. Mais il fait du rendement de quel âge à quel âge? 65 ans à mon décès. Donc, je dois diminuer mon rendement. Mon 6 devient 4, disons. Mon 4 deviendrait 2. Ou mon 4 deviendrait 3, mais je le ferais réduire par rapport à l'étape 5. Parce qu'à l'étape 5, je suis à quelle période de ma vie? Je suis entre 41 ans et 63 ans. Je suis entre 43 ans et 65 ans. Je suis dans ma vie active. D'accord? Donc, je me permets d'avoir, je n'ai pas à enlever, faire une réduction pour rééquilibrage, pour cause de stabiliser mon portefeuille. Et donc, c'est pour ça que vous posez la question, pourquoi 6 ici? Pourquoi 1,5 tantôt? J'ai enlevé 2 Là, je suis à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a de me dire pourquoi je suis passé de 4? Je suis rendu à 4, là, à 1,5. À l'autre étape, j'étais à 1,5. Hein? Le taux d'inflation. OK. Pourquoi, maintenant? Pourquoi j'ai enlevé le taux d'inflation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait ici? T'sais, dans les lectures, j'en parle, mais bon, c'est sûr qu'il y a des choses que vous pouvez oublier aussi. Pourquoi j'enlève le taux d'inflation du rendement? Le déficit. Le déficit de 9 000, est-ce qu'il va être 9 000 toujours? Est-ce qu'il va être 9 000 de 65 ans à 94 ans? Est-ce qu'il va être de 9 000 tout le temps? Ah, il va augmenter de l'inflation aussi, le 9 000. Est-ce que dans mon modèle mathématique présentement, je tiens compte du fait que le 9 000, la deuxième année, c'est 9 000 fois 1,025, puis la deuxième année, c'est 9 000 fois 1,025 fois 1,025. Est-ce qu'il y a quelque part dans mon modèle à date qui tient compte de ça? Nulle part. On se fait une petite règle d'allègement, de raccourci, tout à fait honorable. On va se faire une petite réserve dans le rendement. Dans le rendement de 6, on va y enlever 2,5, puis on va dire ce petit bout-là, on le garde pour faire échec à l'inflation sur mon déficit. On va reparler de ces choses-là. Okay? C'est beaucoup de choses, puis c'est pas si simple, mais on va reparler de cette politique-là, de l'approche de rendement dans les différents cas. Mais réalisez, puis comprenez ultimement qu'à l'étape 4, on ne prend pas le même taux qu'à l'étape 5 parce qu'on n'est pas dans la même phase de vie. Quand on est à l'étape 4, on est de 65 à 94. Quand on est à l'étape 5, on est
le moment où ils viennent vous voir, à 40 ans, 45 ans, 35 ans, jusqu'au moment où ils prennent leur retraite. Vous n'êtes pas à la même place dans le temps. Donc, vous pouvez être prendre plus de risques. Mais vous ne verrez jamais une planification ici là, à 8 là, ou à 9 puis à 10. Puis, hey, moi, je fais du 12, là, on met du 12 dans la machine? Là? Non, oubliez ça. Là. Moi, je vais cycle boursier Dow Jones, sur 100 ans, c'est 8 fait que c'est le plus gros que je peux. Tu sais, moi, je vais une approche vraiment là, indice boursier. Boursier. OK. On va regarder. OK. Donc, la conclusion, comme j'ai dit, il y aurait 6 000 d'épargne supplémentaire à aller chercher, Pierre et Janine, s'ils prennent leur retraite dans 22 ans, mais ils restent à loyer. Je n'ai pas tenu compte. Comment je tiens compte du fait que leur rêve, là, je n'ai pas répondu à leurs besoins. Eux, ils veulent savoir, je peux-tu m'acheter une maison à ma retraite? Alors, comme je l'ai expliqué, je le fais en 2 temps. Alors, voici le deuxième temps venu. OK? Donc, ça prend 6 000 pour l'instant, sont à loyer. On rajoute la composante de acheter une habitation. Alors, comment j'ai fonctionné? C'est un peu comme je vous ai dit, je veux juste suivre les chiffres avec vous. Alors, on ne répond pas à sa question de savoir est-ce qu'il peut acheter une maison, un chalet. Bon, là, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, c'est quoi? C'est un parc de roulotte, c'est un manoir. Ça, libre à vous. L'important, c'est de suivre votre raisonnement. Prenez ce que vous voulez, là, mais ayez un raisonnement qui découle. Alors, moi, dans mon exemple, j'ai visualisé quoi? Qu'est-ce que j'ai visualisé? Un jumelé à Sutton. J'ai regardé un petit peu le marché des jumelés à Sutton, 200 000. OK? Donc, aujourd'hui, ça coûterait 200 000. Bien sûr, il faut que j'aille le projeter dans 22 ans parce que c'est dans 22 ans le couple va acheter l'habitation en question. Alors, 200 000 dans 22 ans, puis là, j'ai été peut-être fort. J'ai mis un rendement de 5 %. J'ai dit l'immobilier en Estrie, c'est à la hausse. Mais ça, c'est pas important. Vous avez mis 2,5, c'est bien beau. Vous avez mis 2 3. Zéro importance, vous, là. Parce que vous ne savez pas plus que moi, puis je ne sais pas plus que vous, là, ça. OK? Mais je veux que vous compreniez que je dois l'avancer dans le temps. Par exemple, ça, c'est important de voir que c'est dans 22 ans qu'il va s'acheter cette maison-là. Mettez-moi pas 200 000 parce que ça vaut 200 000 aujourd'hui. Là. Ça, c'est pas bon. Okay? Alors, ça donne 585 000. Autre hypothèse, mise de fonds de 30 %. Pourquoi 30 %? Commencez pas à mettre 5 % comme si c'était votre première maison à 26 ans. Là, ils vont avoir 65 ans. Je décide de faire une mise de fonds plus élevée que le minimum si on ne veut pas être obligé de payer de l'assurance prêt du SCHL, 20 %. Donc, j'étais à 30 %. Encore une fois, vous pouvez mettre 40, 50. Vous pouvez dire, je veux la payer comptant. Je veux juste suivre vos calculs. C'est moi qui corrige les examens parce qu'il y a trop de choses à suivre. Je n'ai pas de correcteur. OK? Donc, mise de fonds, 30 %. Hypothèque 20 ans. Mais monsieur, pourquoi vous avez mis 20 ans, pas 25 ans? On peut amortir 25 ans. Ils sont vieux. Moi, je veux à 85 ans qu'elle soit payée à la maison. Là. Je ne veux pas qu'ils aient payé leur maison à 90 ans. Là. Okay? Mais bon, ceci étant dit, il y a quelqu'un qui me dit, de toute façon, ils sont morts. S'ils meurent, ça n'a pas d'importance. Puis ils n'ont pas d'enfants. C'est un bon raisonnement, ça aussi. Okay? Donc, moi, j'ai été mise de fonds de 30 %. J'ai été hypothèque sur 20 ans. Puis j'ai dit que le taux moyen serait de 5 %. Encore une fois, c'est le calcul que je veux voir. Alors, comment on fonctionne compte tenu de ces informations-là? Dans 22 ans, ils vont acheter un jumelé de 585 000. Ils vont faire une mise de fonds de 30 %. Ils vont financer le reste, puis ils vont l'amortir sur 20 ans avec un intérêt de 5 %. Qu'est-ce que ça donne dans ma machine à saucisse, cette affaire-là? On y arrive. Alors, bon, le déficit de retraite en ce moment de 9 000, il est financé par un REER de 275 000. Ça, on l'a déjà fait, ce bout-là. OK? Mais je dois rajouter une mise de fonds pour le chalet à la retraite. Il faut que le jour 1 de la retraite, quand ils achètent leur jumelé à Sutton, il faut qu'il y ait la mise de fonds de 30 %. Donc, je dois rajouter à l'étape 4 585 000 fois 30 %. Ils doivent aller épargner, ils doivent avoir une cagnotte de 175 500 au jour de la retraite. Ça va? Vous comprenez? Donc, forcément, les paiements hypothécaires vont être de 32 158. Comment j'arrive au paiement hypothécaire 32 158? Bien, la valeur du jumelé, c'est 585 000. Ils vont faire une mise de fonds de 175 500. On emprunte la différence. C'est la différence qu'on emprunte. Le N est de 240 parce que je rembourse sur 20 ans. Le I, c'est 5. Alors, quel va être le paiement? En passant, je le dis, je vais le dire plusieurs fois, c'est une loi au Canada. Les hypothèques doivent être capitalisées semestriellement, peu importe le rythme des déboursés.
OK? Donc, si vous n'arrivez pas, monsieur, j'arrive jamais, c'est parce que vous ne dites pas à votre machine ou vous ne faites pas les conversions nécessaires dans Excel pour dire que la capitalisation est semestrielle. Ça va? Donc, on arrive à 32 158. Ça veut dire à chaque année, à partir de, dans 22 ans, bien, ça va coûter 32 158 de versement hypothécaire. Alors, est-ce que je dis qu'on doit financer un autre déficit de 32 158? Ce qui manque, c'est quoi qui manque? Vous comprenez? On doit payer 32 158 de paiement hypothécaire par année. Est-ce que je rajoute dans mon déficit de l'étape 3 32 158? Oui? OK. Loyer, t'as dit? Il faut enlever le loyer. C'est comparatif. Il faut que vous soyez fort en conciliation. OK? C'est comparatif, cette histoire-là. Présentement, dans tout mon calcul, j'ai un loyer de 800$ par mois qui a été indexé pendant 22 ans à 2,5. Je dois le sortir parce qu'il ne sera plus là. Donc, le montant du déficit supplémentaire parce qu'on achète, c'est 32 158 moins mon 800$ dans 22 ans à 2,5, 1377 fois 12 000. Donc, c'est le différentiel que je dois ajouter au déficit. Alors, j'ai un déficit supplémentaire de 15 634 à constituer, rente à constituer. Alors, si on revient à l'étape 4, ce 15 634-là, N20, parce qu'il va durer 20 ans, 1,5, j'ai besoin de 270 000. Je le mets dans le REER, 330 000. Donc, juste pour tenir compte du nouveau déficit qui est relié au paiement hypothécaire, je dois accumuler 330 000 au moment de la retraite. Je dois aussi accumuler de l'argent pour la mise de fonds. La mise de fonds de 175 500, ça donne 215 000. Et j'avais un 275 000 pour le déficit initial de 9 000. Ça fait un méchant cocktail, tout ça, hein? Ça fait combien? 820 000. Donc, ils n'ont pas une scène, mais dans 22 ans, il faut qu'ils aient ramassé 820 000. Alors, quelle est l'épargne totale? Mettons, je prends le 820 000, je donne un petit rendement de 6 22 ans, 18 000 $. OK, donc là, on voit que, oubliez ça, ça n'a aucun bon sens, ça ne peut pas fonctionner. Ils doivent épargner 18 000 $ par année. Puis c'était pas un exemple exagéré. Ce qui est exagéré, c'est l'hypothèse de départ de dire ils ont été à loyer, ils n'ont jamais su épargner quand ils étaient à loyer, puis tout d'un coup, ils veulent s'acheter une maison. Mais tu sais, le prix de départ, 200 000, c'était pas capoté là, comme bien immobilier. Mais le fait de devoir amortir ou d'épargner 18 000, c'est pas réaliste. Les limites à nos calculs, je pense que j'ai déjà dit ce bout-là. Oui, j'ai dit que Pierre ne touchera pas dans les faits le RQ et la pension de sécurité de vieillesse en même temps que Janine. C'est pas grave. C'est pas matériel dans un genre de calcul comme ça. L'objectif de retraite est réalisable dans la mesure où le couple réussit à épargner environ 1 154 $ dans leur REER. Bon, ça, je vais le garder pour une autre fois, ce petit calcul-là, parce que là, ça va en faire beaucoup là, de trucs d'impôts, je pense. Je vais le garder, ce bout-là. En bout de ligne, le 18 000, il va être réduit du remboursement d'impôts que tu aurais sur une déduction REER. Mais fatiguez-vous pas avec ce bout-là, on va revenir là-dessus. Cet objectif d'épargne ne sera pas facile et exigera des changements de comportement drastiques. Ben oui, ce serait bien mieux qu'il peut bien aller en campagne. Finalement, c'est ça le message, c'est qu'il pourrait bien aller en campagne, c'est pas un problème. C'est même louable, c'est ça leur rêve, mais restez donc à loyer, gardez un paiement de loyer. Ça serait plus approprié. OK, donc ça fait le tour. On se voit la semaine prochaine. Juste vous dire, plan de travail. C'est pas une classe inversée pure la semaine prochaine. Il y a peut-être des petits travaux ici et là, mais vous devez déposer avant le début du cours un budget. Okay, donc, soit votre budget à vous, ou un budget que vous imaginez, si vous n'avez pas une scène, pas de revenus, pas de dépenses, bien imaginez-vous dans 10 ans, là, puis faites-moi, mais faites l'exercice, réfléchissez, forcez-vous, pour que quand on va discuter la semaine prochaine, vous auriez déjà fait un petit effort sur le sujet. Vous devez le déposer avant le début du cours.